On essaiera de comprendre davantage au cours de cette émission ce soir si la presse véritablement reste libre au Cameroun. La deuxième thématique de ce soir nous entraînera dans les questions relatives aux mœurs. On parle beaucoup plus de l'homosexualité ces derniers temps au Cameroun et partout ailleurs. L'homosexualité freine-t-elle véritablement la marche vers les libertés pour certains pays? Le cas du Cameroun, doit-on dépénaliser ou ailleurs? Dans quelques pays africains, c'est déjà le cas. Le Cameroun n'a pas encore accepté cette pratique. Ces derniers temps, une affaire défraie la chronique. Il se fait appeler Shakiro Dieu-Cambloïc sur les réseaux sociaux depuis quelque temps. Il est incarcéré du côté de la prison centrale de Niobel. C'est dans la ville de Douala. On parlera de son cas forcément au cours de cette émission ce soir. Madame, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, merci de rester des nôtres. Mais à l'entame de cette émission, nous parlons de l'actualité avec cette audience accordée à l'ambassadeur turc ce jour par le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, qui a reçu Madame Aïsse Sarak dans le cadre des échanges entre notre pays et la Turquie. Question de renforcer davantage les liens bilatéraux qui existent entre ces deux pays. Le chef de l'État a été très honoré de l'accueillir au terme de son séjour dans notre pays, le Cameroun. C'était l'actualité. Retour dans ce studio justement pour parler de la presse avec nos invités qui sont déjà parmi nous. Nous ne sommes pas misogynes dans ce studio. On accueille naturellement les femmes. Fadimatou Babé nous a retrouvés. Elle est militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Elle est mandatée par le comité central de cette formation politique pour le cadre de votre émission Médiacratie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Serge. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs, bonsoir à mon copanéliste. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les plateaux de télé. Avec vous, le débat semble être objectif et c'est ça que j'aime chez vous. Mais je ne ressens pas cette vigueur. On a comme l'impression qu'il y a un musellement. En tout cas, peut-être c'est la frayeur de se retrouver devant des loups. Mais rassurez-vous, ça va aller. Non, pas du tout. On peut pas parler de frayeur, mais bon, il y a des sujets qui demandent un peu de retenue et d'autres pas. Donc, même lorsqu'on parle de la FECAFOOT? Ah ben la FECAFOOT, c'est pas... Non, on va pas mettre la politique dans le football. Justement, tout est politique, parce que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Hein. Même chez vous, quand vous voulez donner quelque chose à un proche ou à un collaborateur dans le cadre de votre service, vous utilisez toujours des petites techniques, des subterfuges pour pouvoir vous faire entendre. C'est toujours de la politique. Et justement, ce sont ces techniques-là que j'utilise aussi pour faire comprendre que j'entre pas dans les débats de la politique. Pour vous, le football va bien au Cameroun? Allons dans les questions simples. Ben, le football va mal, ça c'est sûr. Ça, ce n'est plus la représentante du RDPC qui parle, mais plutôt Fadimatou Babé. Le football va mal et on espère que ça aille mieux. Parce que c'est quelque chose qui nous réunit tous. Lorsqu'on est devant nos matchs de football avec nos lions, on oublie nos querelles, on oublie tout. Et ça, c'est ça qui m'impressionne. Merci pour cette première entrée. En tout cas, on parlait à l'entame de cette émission de la Fédération camerounaise de football. C'est une grosse actualité dans notre pays au lendemain de l'élimination des jeunes, donc les jeunes lions indomptables des moins de 20 ans, battus à l'issue de la fatidique épreuve des tirs au but par le Ghana. Donc notre équipe, malheureusement, est rentrée. En tout cas, la compétition, elle se poursuit sans les lions indomptables du Cameroun. Un autre invité, le docteur Sosten Efouba, enseignant, nous a retrouvés dans ce studio. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à Madame Fatima qui est avec nous. Merci de m'avoir invité une fois de plus. Et merci bien pour cet honneur que vous nous faites en tant qu'analyste politique. On va faire la politique du sport et parler de la Fédération camerounaise de football. Ces derniers temps, l'actualité nous amène à espérer qu'il y aura une véritable relance du championnat de football au Cameroun. Mais sauf que derrière cette relance, il y a des batailles internes qui se font ressentir entre différents dirigeants. On a vu également l'appui de la Fédération internationale de football association pour accompagner la FECAFOOT, mais tout à côté également l'appui
du ministre de l'administration territoriale qui donne les pleins pouvoirs et qui reconnaît Seydou Mbombo Njoya comme celui qui devra conduire les affaires de la FECAFOOT en attendant la mise en place, voilà l'organisation d'une nouvelle élection, donc qui permettra d'avoir un tout nouveau président. L'actualité en elle-même prise dans ces conditions-là, est-ce qu'elle arrange véritablement tous les acteurs du football camerounais? Je pense que c'est difficile. La question de la FECAFOOT est devenue une question de honte pour le Cameroun. Parce que ça fait au moins une décennie que les batailles se poursuivent à la FECAFOOT. Voyez-vous, le football produit beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'intérêts financiers. Et les acteurs mettent toute leur énergie pour contrôler ces sommes faramineuses qui viennent de la FIFA. Et ils privent les Camerounais du plaisir d'aller au stade devant les matchs presque tous les week-ends. Ce qui est là, c'est que ce n'est pas faute de juristes. On a vu des agrégés défiler à la FECAFOOT, des professeurs de droit public, de droit privé, des historiens, des anthropologues. Mais là n'est pas tout le problème. C'est qu'on a une culture de la tricherie au Cameroun. Cette culture s'impose à la FECAFOOT, même dans les soucis d'art musical. Vous voyez toujours, il y a toujours la main noire du gouvernement lorsqu'il y a les élections à la FECAFOOT. Il y a toujours les lobbies qui contrôlent ces élections et qu'on ne va pas vers des élections équilibrées, des élections transparentes. Il y a parfois les clubs fictifs. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas un club se retrouve avec un club, il n'est pas d'une région, il est président de cette région. Donc cette tricherie-là, ces magouilles remontées à la surface font que finalement, on finit par élire celui qui est le plus fort dans le lobbying, ou bien alors qu'il y a des contacts un peu partout qui a tué de moins. Et on n'arrive pas à avoir un président légitime qui est pour tous les Camerounais. On a toujours des fractions rivales. Et tant qu'on ne va pas se retirer, ça dit le gouvernement, les lobbies ne veulent pas se retirer et laisser le sport aux sportifs. C'est-à-dire, je pense que le président de la FECAFOOT doit être un footballeur, un bon sportif qui a pratiqué, qui connaît, qui a de l'expérience, et non un fonctionnaire, un médecin, quelqu'un qui est sorti les NAM et tout. Donnant à César qui a César. Peut-être, docteur, pris sous cet angle-là, c'est-à-dire qu'il faut laisser le footballeur au footballeur. On a vu au Mali avec Salif Keita, on a vu en Côte d'Ivoire et bien d'autres pays où ce sont les anciennes gloires du football qui gèrent le football. Mais pour le cas d'espèce, pour le Cameroun, Joseph-Antoine Bell a essayé plusieurs fois. Ils sont plusieurs footballeurs qui ont essayé mais n'ont jamais réussi à gérer le football camerounais. Oui, c'est une question cachée. On ne sait pas ce qui se passe parce que quelqu'un comme Joseph-Antoine Bell a toutes les capacités pour gérer la FECAFOOT. Il a été professionnel. Lorsqu'il est candidat, il est jeté à la vindicte populaire. Donc, il y a toujours cette ambiguïté, cette obscurité qui plane. Et lorsque la FIFA nous regarde, la FIFA est fatiguée. C'est pour ça que la FIFA désigne l'équipe qui est là de conduire et le ministre ne peut pas faire le contraire puisque si le ministre essaie de déroger aux injonctions de la FIFA, on est suspendu, on prépare la CAN. Donc, on ne peut pas déroger. Donc, c'est Bobo Diawa conduit le changement, les élections. Et vous voyez, quand un président conduit les élections, sera-t-il totalement transparent? Entre guillemets, je ne sais pas, parce que c'est lui qui va convoquer les acteurs, c'est lui qui va conduire le processus électoral. Est-ce qu'il n'aura pas la même mise lors du scrutin, lors de l'élection de l'Assemblée générale? Là est toute la question. Est-ce que on ne va pas arriver à un nouveau recommencement après l'élection? Est-ce qu'on ne va pas arriver au trucage et une nouvelle annulation? Donc je pense que les Camerounais soient sages et qu'ils aient le droit de réserve, qu'ils soient surtout patriotes. C'est-à-dire il faut pouvoir laisser faire le sacrifice, laisser aux autres ceux qui peuvent gérer. Parce que tant qu'on va mettre les cosmétiques, même au niveau du football, là, vous voyez, les U20, parfois on préfère lier un joueur qu'une équipe en train de solliciter, alors que le bon joueur est au banc de touche. Par exemple, les gens disaient que Petit Eto n'a pas commencé le match. Il aurait pu commencer le match. Moi, je n'ai pas vu le match. Je suis à l'université. Quand il entre, il fait le centre. Que vraiment, il aurait fallu qu'il commence le match. Même lorsqu'on joue la CAN, on dit, finalement, le joueur qui est là, on dit, Jacques-Jean, au banc de touche, on dit qu'il n'est pas en forme. Donc on a toujours, et on fait les messes, on dit que les gens viennent faire les messes jusqu'à minuit, 1h. Donc on a toujours ces histoires d'à côté de tricheries qui déteignent sur la qualité de notre football, la qualité de notre gouvernement, la qualité de la gouvernance du football, et même sur la qualité de la gouvernance générale au Cameroun. Et là, on est dans le cadre du football, c'est-à-dire en interne, dans la pratique, sur les aires de jeu. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur cette note, ce très urgent du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui s'adresse au gouverneur des régions relativement au fonctionnement de la FECAFOOT, qui donne d'ailleurs l'onction lorsqu'on parcourt ce document pour la relance du championnat Elite 1 et Elite 2 à Seydou Mbombo Njoya. Est-ce que c'est une manière pour le gouvernement de la République de désavouer le comité de 2019 conduit par le sénateur Albert Mbida? Finalement, quel est le scénario de sortie des crises au vu de ses intentions?
Bon, les journalistes aiment bien des termes durs. Hein. Non, moi je pense que ce n'est pas un désaveu, c'est plutôt un règlement pacifique. Il sorti, puisque le Cameroun a déjà reçu une suspension de la FIFA, une menace. Oh, voyez-vous, le président de la République ne veut pas que l'on suspende le Cameroun. On a les stades, on prépare la CAN. Donc mieux on continue sur la voie de la FIFA avec un championnat bien organisé. Est-ce que c'est parce qu'il est sénateur du RDPC qu'on va sacrifier le championnat de football? Donc je pense qu'il est passé à ce qu'on appelle, c'est le sacrifice républicain. Donc je pense qu'il a été, entre guillemets, sacrifié par la nation. Merci, docteur Sostène Ifouba. Nous allons prendre une transition, une légère pause, le temps d'accueillir Sa Majesté Teba Ndoumou dans ce studio avec lequel on échangera sur les mêmes questions d'actualité. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles sur les antennes de CAM10 Télévision. Notre troisième invité nous a retrouvés dans ce studio, Sa Majesté Sœur Teba Ndoumou, chef traditionnel, le village Ngondoa, dans l'arrondissement de C, département de la Méfou à Famba. Sa Majesté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à nos companélistes, bonsoir aux téléspectateurs. Merci bien pour cet honneur de nous faire, que nous faites en nous retrouvant dans ce studio. Le temps pour nous de reprendre une deuxième transition. S'il vous plaît, nous revenons pour la suite de cette émission. Nous sommes bel et bien en direct, ça pour que vous le sachiez, les aléas du direct voudraient qu'à chaque fois nous soyons dans des conditions exemplaires, surtout un confort d'écoute. Et pour ceux qui nous reçoivent, une fois de plus, Sa Majesté, merci pour cet ainsi honneur que vous nous faites d'avoir choisi CAM10 TV. C'est la première fois que vous découvrez... C'est la première fois, il m'arrive de passer devant vos installations et c'est bien la première fois que je franchis votre porte avec plaisir. Je découvre un endroit accueillant et confortable. Merci bien, c'est un honneur pour nous de vous accueillir. C'est vrai qu'on va vous accueillir avec la question relative à la Fédération camerounaise de football. Quelle lecture faites-vous de tout ce qui se déroule au Cameroun aujourd'hui entre bataille intestine et puis bataille au-delà même des frontières du Cameroun? Ça se bouscule au niveau du TAS, ça se bouscule au niveau de la Fédération internationale de football association. Finalement, le Camerounais lambda, que doit-il penser? J'ai suivi... mon frère s'étendre sur cette question tout à l'heure avec une tendance assez marquée à incriminer les pouvoirs publics. Pour avoir flirté en court séjour avec ce milieu, la leçon que j'en tire, que j'en ai tirée, je ne pense pas que je la recommande à tous les Camerounais. Mais enfin, personnellement,
J'ai cru comprendre que le football était une mafia planétaire unique. Une mafia planétaire unique. J'en veux pour preuve le nombre de juristes qu'on a envoyés à la FECAFOOT et qui s'y sont plantés. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de droit. Voyez-vous, regardez le nombre d'experts de haut niveau. Si on ne prend que le cas de Joseph Oruna, constitutionnaliste de réputation internationale qui a fait les constitutions de plusieurs États. Le seul endroit où on a trouvé à redire sur sa copie, c'est sur l'affaire de la FECAFOOT pour une disposition d'un alinéa de je ne sais plus combien d'articles. Sur un alinéa, on a jugé qu'après avoir bien sûr reçu des lettres de félicitations de la FIFA pour la qualité des textes proposés dans d'autres pays africains comme référence, comme modèle. Et puis du jour au lendemain, patatras. Les textes n'étaient plus bons, les textes étaient plus bons, il était plus bon. Mais enfin, de quoi parle-t-on? Non. La FIFA, la FECAFOOT, le football participe d'une mafia planétaire unique. Et tant que, vous avez pris tout à l'heure le cas de Joseph-Antoine Bell, pensez bien que Joseph-Antoine Bell est une icône mondiale. Sauf que peut-être n'est pas reconnu au régiment. Il n'est pas un membre de la mafia. De sorte que chaque fois qu'il a essayé, et vous allez remarquer d'ailleurs la liberté de son ton, lorsqu'il parle d'affaires du football, ça peut devenir un péché dans cette mafia planétaire harmonisée où chaque fois que l'on n'est pas de l'intérieur, on vous tient à l'écart. Et je pense que toutes les personnes, enfin ça a commencé en 2010 depuis la Coupe du Monde d'Afrique du Sud. On n'arrive pas à en sortir. On a changé les entraîneurs, on a changé l'exécutif, on a changé les acteurs, on a changé le nom. Il se trouve à mon humble avis que le Cameroun a pris une place de choix dans la mafia planétaire du football. C'est-à-dire que comme pays de référence, un grand pays marketing, une grande destination de référence en matière de football. Sauf que nos réalités intérieures n'ont peut-être pas permis que le Cameroun adhère de manière harmonieuse à l'échiquier qu'on lui avait présenté. Parce que nous avons tendance à être rigoureux, nous avons tendance à être exigeants, alors que dans cette affaire-là, vous savez que les États n'ont pas le droit d'interférer dans les histoires du football. Les États n'interfèrent pas dans l'histoire du football. Chaque fois que l'État du Cameroun a essayé d'y placer un mot, la FIFA a sorti ses grands sabots pour dire stop là maintenant. Donc c'est vrai une mafia planétaire. Et à mon humble avis, j'écoutais l'autre jour Abdourahmane qui disait que, à son avis, la FIFA a besoin d'être normalisée. Il me semble que c'est verset. Il y a un travail de fond qu'il faut faire. Il faut normaliser parce que la FIFA est une association privée de droit suisse. Une association privée de droit suisse qui revendique une préséance planétaire sur tous les autres pays. Association privée de droit suisse. Est-ce que le problème de la FECAFOOT ne réside pas au niveau du processus électoral, même d'organisation de ces élections-là? Est-ce que c'est pas si le on même... peut élire au Cameroun un chef d'État malgré toutes les insuffisances du système, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à élire un président d'association? Pourquoi est-ce qu'on élit les présidents de tous les partis par la FECAFOOT? Pourquoi est-ce que toutes les autres fédérations y parviennent par la FECAFOOT? Enfin, ça ne peut pas être un problème de droit. Je vous dis que c'est un rapport de force entre des intérêts tapis dans les différents pôles d'activité, d'impulsion de cette mafia. Et tant que le Cameroun n'aura pas montré patte blanche, capacité, peut-être, je ne sais plus à faire quoi, du point de vue des exigences du cahier de charge de la mafia, on n'en sortira pas. Vraiment, je dis ça comme ça, tant que le Cameroun... Mais enfin, M. Mbida, qu'on vient de proposer il y a quelques jours, n'est quand même pas un inconnu au régiment. Quand vous lisez les communiqués qu'il sort sur cette affaire-là, ils sont tous documentés en droit. Sauf que du jour au lendemain, on lui dit qu'il n'a pas qualité. Et puis on revient à Njoya, qui est contesté par un autre groupe, et puis peut-être on va revenir à... peut-être pour sortir de la question, finalement, au-delà de ce que vous aviez indiqué, est-ce que les mêmes acteurs devraient rester pour postuler à ces mêmes postes, à ces mêmes élections? Vous posez une question de raison dans un environnement de déraison. La question que vous posez est raisonnable. Sauf que cet environnement n'est pas un environnement de raison. C'est un environnement d'ensauvagement planétaire. Mais enfin, vous parlez de quoi? Pourquoi est-ce qu'on arrive à élire un président du Cameroun malgré les insuffisances du code électoral, malgré tout le mal que certains en disent? Mais on n'arrive pas à élire le président d'une association. D'une petite association. Il y a de gros enjeux. Hein? Oui, vous comprenez donc que les enjeux dépassent financiers. Le jeu. Vous comprenez donc que les enjeux dépassent le jeu. Le jeu électoral est donc tout petit à côté des enjeux financiers derrière. Ceux qui placent l'argent ont envie de savoir qu'à la destination, ils ont des gens qu'ils contrôlent, avec les équilibres de force que cela appelle. Tant qu'ils n'auront pas la garantie que M. Mbonje, président de la FECAFOOT, est capable d'obéir à la lettre et au doigt
sur les rapports de force, sur les enjeux financiers, on n'en sortira pas. Voilà où nous en sommes. C'est un véritable serpent de mer. C'est pas un serpent de mer, c'est de la haute sorcellerie. Merci, merci. Alors, on va sortir de la question de la Fédération camerounaise de football, sauf si Fatima aurait souhaité ajouter quelque chose. C'est vrai que c'est difficile. Hein? C'est une manche assez difficile à aborder, parce que le football au Cameroun, c'est ce qu'il y a de précieux, de cher, c'est qui permet de rassembler davantage le peuple camerounais. On ne connaît pas des questions ethniques ou autres, hein, quand il s'agit de défendre l'intérêt supérieur du Cameroun via le football, c'est le vert ou jaune national. Nous abordons la première thématique de cette tranche d'antenne ce soir. On parle de la presse au Cameroun. A-t-elle bonne presse? Justement, je reprends le docteur Sostène Ifouba sur la question. Est-ce que la presse camerounaise aujourd'hui peut être traitée comme une presse exemplaire sur le plan continental? À votre avis? Je pense que c'est une question complexe et difficile. Et on ne peut pas dire qu'il y a une presse, bonne presse, peut-être en Afrique et tout. Il y a des pôles de satisfaction de la presse camerounaise. Mais elle a trop de problèmes parce que, comme tous les secteurs d'activité du Cameroun, la presse camerounaise a ses problèmes. Elle a les problèmes. Elle a ses tas. Le plus grand problème, c'est le problème de financement. Dans les entreprises de presse, les journalistes ne sont pas parfois payés. Ils font 11 mois, 12 mois sans salaire. Les conditions de vie ne sont pas bonnes parce qu'il faut, en ressources de l'ergonomie, il faut améliorer les conditions de vie, le cadre, le transport, le logement, la vie du travailleur, pour qu'ils se sentent impliqués dans l'entreprise. Il y a un écart entre le traitement et le travail qu'ils abattent sur le terrain. Et aussi l'absence de professionnalisme. On a des journalistes qui ne sont pas formés. C'est-à-dire, il faut se recycler, comme dit Weber, il faut se recycler en permanence. Ce n'est pas avoir des gros diplômes, mais il faut travailler en permanence. Vous arrivez à un journaliste, au lieu de modérer le débat, il donne plutôt des orientations. Disons, il prend position. Il prend position. Et quand vous voulez aller de l'autre côté, là, il n'est pas d'accord, il vous coupe directement. Et quand il fait son émission, il attend que les invités en retour, parfois, lui donnent quelque chose. Comme le bon de carburant, bon de ceci. Donc, il dit, quand j'invite tel ministre, je suis sûr qu'à la fin, j'aurai 50 000. Quand j'invite peut-être docteur Ifouba, il ne me donne rien. Donc, tout est conçu de telle sorte qu'il puisse avoir quelque chose à la fin. Et puis, les journalistes se trouvent au Cameroun comme des savants. C'est-à-dire, comme un juge. C'est-à-dire, le journaliste qui présente une émission, quand est un juge, c'est un tribunal, il pose les questions, il sanctionne, il disqualifie parfois le gouvernement, il sanctionne les acteurs, il donne les conseils comme un maître en sens politique, comme un maître en droit. Donc je pense qu'il y a une cacophonie et chacun n'est pas à sa place. Et vous voyez quelqu'un, quand je vois les grandes émissions ailleurs, ça dit, quand on vous pose une question, on vous demande de répondre. Mais on ne respecte pas d'abord le tour de table. Quand on dit 2 minutes, c'est lui qui a 2 minutes, l'autre a 10 minutes, l'autre a 15 minutes, en fonction du dossier qu'il a préparé, et il est en accord parfois avec le présentateur. Donc, je pense que la presse a beaucoup de problèmes. Moi, je ne suis pas un spécialiste, j'ai eu à comment enseigner le droit de la communication à l'ISTAC, le journalisme, l'histoire de la presse en discipline supérieure. J'ai eu comment à travailler sur ça. La presse doit savoir qu'elle a un pouvoir et que nous qui passons dans les médias, comme dit l'école de Columbia, nous sommes les porteurs de parole qui donnent une orientation au niveau de la vie politique, la vie citoyenne. Mais on se rend compte que c'est vous, c'est eux qui disent souvent qu'il y a les médias du journaliste du Hilton, il y a la presse privée, il y a la presse ceci. Donc on a une pléthore de médias. Et il n'y a pas un centre d'intérêt, de convergence qui permet de dégager une nouvelle citoyenneté, une nouvelle gouvernance permettant au Cameroun de tirer profit de ces médias. On a plutôt une presse où il y a trop d'intrigues, il y a des émissions, on organise pour intriguer. Donc on peut peut-être sortir et parler de la presse à gage, donc véritablement presse qui n'est pas dans les canons véritablement de manière professionnelle du métier. Fadima Toumpadé, dites-nous, est-ce que ce n'est pas la pléthore de journaux sur le marché national, c'est-à-dire réussir à pouvoir avoir un organe de presse, parce qu'il suffit d'adresser à qui de droit, c'est-à-dire au MINAT, à travers le registre des associations, créer une presse. Est-ce que ce n'est pas ce contrôle effectif qui voudrait que les organes de presse soient gérés par des professionnels, qui font en sorte que tout le monde peut y être, et on peut employer des professionnels parfois qui ne maîtrisent pas les canons de métier et qui sont appelés à écrire tout sauf rien sans véritable contrôle? Moi, je pense que le problème de la presse au Cameroun, c'est le manque de professionnalisme. Parce que, voyez-vous, nous arrivons dans un monde où il y a tellement de gars qui sont sortis de l'estique et qui se sont jetés dans la nature et chacun essaye de patauger pour s'en sortir. Et ce phénomène-là, ça devient récurrent parce qu'ils ne nous, comment dire, ils ne nous présentent pas, ils ne nous satisfont pas
de la qualité de leur comment dire, les publications. Oui, de leur publication. Une presse, vous trouvez un journal, vous voyez un gros titre, le Cameroun va mal, et à l'intérieur on raconte rien. Qu'est-ce qui va m'encourager, moi, Fadima Toumpabe, à aller acheter cette presse? Rien. Donc, les gars ne sont pas des professionnels, tout simplement. Et parfois, on se dit même que, est-ce qu'ils ont même le temps d'apprendre après leur sortie de l'ESTIC? Ils ne lisent pas, ils ne cherchent pas, ils se croient tout permis. Mais ils sont les premiers quand même à revendiquer des financements. Je pense qu'à un certain moment, il y a des financements, le taux de, comment dire, le montant était bas. Avec l'arrivée de Issa Tiroma au ministère de la Communication, on a vu ce montant doubler. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des avancées. Et malgré cette avancée-là, on retrouve encore des gars qui sont là, ils attendent juste la perception. Excusez-moi, parce que l'homme politique influence dans le fonctionnement de la presse. On dit habituellement que chaque homme politique, chaque député, chaque maire a sa presse, a son journal, et qui peut utiliser contre un tel ou un tel individu. Et ce n'est pas cela qui vient fausser les véritables missions de la presse. Mais c'est vous, les journalistes, ce sont ces journalistes-là qui en sont les causes. C'est vous, les journalistes. Si quelqu'un est correct, il est professionnel, il n'a pas besoin d'aller se taper un homme politique pour pouvoir fonctionner. Si celui-là, on sait que sa presse est vraiment... Il y a des presses, je pense qu'il y en a quelques, quand on sait qu'on voit ce titre, on sait que non, il faut qu'on achète pour essayer de voir le contenu. C'est pas du tout ça. Mais par contre, quand tu vois comment les gens sont là, ils évoluent dans leur façon de travailler, c'est eux qui vont vers ces hommes politiques. Pourquoi est-ce que un homme politique peut... Mais s'il peut se taper sa presse, tant mieux. Mais combien vont acheter cela? Mais le plus grand problème, je dis, c'est le manque de professionnalisme de ces journalistes-là. Ils préfèrent souvent être à la merci de ces hommes politiques pour ne pas avancer dans leur métier. Merci Fadimatou. Je vous reviens le temps d'interroger Sa Majesté Até Bandoumou sur la question. La première, c'est de faire la grosse différenciation qui existe entre un animateur et un journaliste. Et puis derrière cela, est-ce que c'est un métier qui est appelé à voir si pratiquants, devenir de grands hommes de main, peut-être aussi des moyens financiers et qui peuvent accompagner. Tout à l'heure, le docteur Sosen a indiqué clairement qu'il y a des organes de presse où il n'y a pratiquement pas de salaire. Les journalistes font 1 mois, 2 mois, 3 mois sans salaire. Et quand bien même les salaires existent, ce sont des salaires de catéchistes. Oui, Serge, la question que vous soulevez est complexe et particulièrement complexe, voyez-vous. En général, chaque société dispose de la presse qu'elle mérite, parce que la presse est un dialogue tripartite entre les professionnels, les consommateurs et les détenteurs de l'agenda public, c'est-à-dire le pouvoir. Lorsque l'une de ces parties n'est pas d'accord avec le contenu, la presse ne prospère pas. C'est-à-dire que si le pouvoir n'est pas d'accord, il censure. Si le consommateur n'est pas d'accord, il n'achète pas. Si les professionnels ne sont pas d'accord, ils ne produisent pas. De sorte que lorsque vous voyez une presse prospérer sur les termes tels qu'on l'a décrit ici, c'est quel est le résultat d'un consensus social à un moment donné de l'histoire du Cameroun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le docteur Fouba a commencé à élaborer là-dessus tout à l'heure, même si à mon humble avis, il a commencé avec les causes et puis il y a mis les conséquences. À mon humble avis, il y a une seule cause, une principale, qui rejoint ce que Mme Pabé disait tout à l'heure. Je prendrai un autre exemple, à titre de comparaison. Regardez dans le secteur de l'éducation. En raison de ce que l'éducation est un secteur public majeur, l'État y consacre en moyenne 10 milliards de francs par an. Je parle de l'éducation secteur privé. En termes de subventions, 10 milliards. Parce qu'il s'agit d'un service public majeur. Or, dans le même moment, le monsieur qui reçoit une subvention de 10 milliards fait par ailleurs payer 500 000 francs de frais aux parents pour inscrire un enfant. Pourquoi est-ce que la presse doit pouvoir disposer que de 200 millions annuels de subventions? Ça ne suffit même pas pour une rédaction sérieuse. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on a eu tendance chez nous à confondre l'information de service public avec le service public de l'information. Quand on a
financer le service public de l'information, CRTV, Sopecam, on pense qu'on a financé l'information de service public, qui est comme la santé de service public, qui est comme l'éducation de service public. C'est des domaines qui sont vitaux à la vie de la communauté et qui ont besoin d'être soutenus. Tant qu'on laissera le journaliste vivre à la tire, ce sont de critiquer. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est votre salaire, je vous en souhaite un bon. Mais en tout cas, il m'est arrivé de côtoyer des rédactions où les gars vivent avec le flux du racket dans les cérémonies. C'est ce qu'on appelle communément le gombo. Enfin, appelez ça par ce nom-là. Alors, à partir du moment où, dans une politique économique, le gombo est intégré comme source de revenus, on fait dans quoi? Vous n'aurez aucune presse, cher ami, aucune presse, tant que l'État n'admettra pas que l'information des services publics est égale à l'éducation des services publics, est égale à la défense des services publics, est égale à la santé des services publics, et que tous ces services-là ont besoin d'être soutenus à un haut niveau. C'est pour ça que les gars vivent de raquettes. C'est pour ça qu'un homme politique peut appeler qui il veut et obtenir qu'on dise dès le lendemain que M. Fouba est ici, M. Ateba est là. Mais enfin, si le gars ne fait pas ça, il n'a pas, la marmite ne va pas bouillir chez lui. C'est de ça qu'il s'agit. De sorte que, regardez en ce moment, lorsque l'affaire du Covid arrive, ou lorsqu'il y a des problèmes de sécurité, on se tourne vers qui? Vers la presse. Patriotisme, patriotisme, patriotisme. Soit c'est bon, parce qu'il y a une responsabilité sociale de la presse. Soit. Mais cette responsabilité sociale de la presse ne peut pas aller avec les moyens de la responsabilité sociale, le moyen de la dignité, le moyen d'un exercice sain de la profession. Chaque fois que des lobbies vont s'asseoir pour lancer un journal, il sera le reflet des intérêts des lobbies. Point. Mais est-ce que lorsque l'État mettra à la disposition de la famille des minima qui permettront que, au-delà des lobbies, que vous puissiez exercer votre métier dans le respect des canons que Mme Pabé évoquait tout à l'heure. Parce que lorsque vous avez votre salaire, enfin, pourquoi la convention collective cale depuis tant d'années? Pourquoi est-ce qu'elle cale? C'est parce que les promoteurs disent que les implications de la convention collective n'ont pas pour eux de référence en termes économiques. Si on doit vous payer 500 000 francs, M. Bondji, il faudrait bien que le promoteur de votre télévision sache où il prend ça. Dans un marché publicitaire étroit, dans une consommation étroite, il ne peut pas le faire avec la pub. L'information des services publics est un service vital pour la République, pour le patriotisme, pour le vivre ensemble, pour la sécurité commune, pour le bien-être commun. Il faut la soutenir, il faut la financer à hauteur des enjeux. Tant qu'on n'y arrivera pas, nous serons tous les jours en train de critiquer des gars qui n'ont pas de choix que de vivre de raquettes, de rechercher le gombo. Pour sortir avec vous justement sur la question, est-ce que le problème de financement de la presse ne doit pas être réglé de manière assez correcte, c'est-à-dire à longue durée? Parce qu'on a, en Côte d'Ivoire par exemple, ils ont atteint pratiquement le milliard de francs CFA pour financer la presse écrite. Il y en a qui sont à 5 milliards, voilà, monsieur, voilà. Donc, annuel pour la subvention de la presse, parce que c'est un service public vital. C'est de cela qu'il s'agit. Lorsqu'on l'a atteint, on peut donc ensuite mettre des minima pour dire, n'entre dans une rédaction comme quelqu'un qui a un minimum de tel niveau. Ça va réduire les tireurs à gages. Parce qu'aujourd'hui, tous les gars qui ont loupé le concours de devenir instituteur, devenir inspecteur de police, devenir tout ce que vous voulez, sont reversés dans la presse. Parce qu'au moins ici, tout le monde entre. C'est le seul métier au Cameroun où il n'y a pas de faux journalistes, il n'y a pas de faux professionnels. Comptez le nombre de fois où on attrape un faux prêtre, un faux magistrat, un faux militaire, un faux gendarme, un faux médecin. Vous n'avez jamais entendu parler d'un faux journaliste. Parce que tout le monde est chulié en légitimité dans cette affaire. Parce que c'est une béance totale. Non. Dans aucun pays du monde, cette affaire ne peut être une béance. Il faudrait pouvoir y mettre un filtre. Et le filtre commence par regarder le nombre de fois où le Conseil national de la communication est battu par, j'allais dire, ses membres sur des décisions qu'il prend et où il est battu en justice. Qui bat le Conseil national comme en justice? La justice, un démembrement de l'État. Le CNC, un démembrement de l'État. Et puis un privé attaque un démembrement de l'État auprès d'un autre démembrement de l'État et l'échoue. Ça montre assez que même le Conseil national de la communication n'est pas encore seulement pris au sérieux. Peut-être que lui n'a pas travaillé à se donner tous les
les moyens d'afficher son sérieux. Bref, cet environnement-là a besoin d'être repensé, d'être réinventé, d'être recréé, parce que la presse est essentielle. Aujourd'hui, là, avec un pays secoué de toutes parts, par toutes sortes d'agressions, qui fait l'éducation populaire? Tout le monde ne va pas en classe. Tout le monde ne va pas à l'église. C'est la presse qui fait l'éducation populaire. C'est la presse qui fait l'appel au patriotisme, l'appel à la mobilisation nationale, l'appel à l'intégration nationale, l'appel au comportement sain pour le vivre ensemble. Mais enfin, ne demandez pas aux gars de faire ça pour rien, pour rien, pour rien et pour rien. Malheureusement, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Il n'y a aucun journal au Cameroun où les gens sont bien payés. Aucun. Aucun n'est sérieux, disons, dans le fond. Non, aucun n'est bien payé. Le sérieux, c'est une autre affaire. C'est-à-dire, toutes les rédactions que vous prendrez, le Messager, le Jour, tout le monde a de gros arriérés de salaire. Mais en fait, ce n'est pas parce que les promoteurs sont toujours de mauvaise foi. C'est qu'économiquement, l'économie des médias ne permet pas à ces gars de vivre parce que le marché de la pub est très étroit. De sorte que chaque promoteur fait quoi? S'il connaît Madame Babé, il va lui faire du marquage au corps pour qu'elle lui dégage des marges de publicité le temps qu'elle peut, de sorte qu'elle ne peut plus donner à 2 ou 3 autres. C'est un peu une affaire de rapport de force en permanence. Or, il s'agit d'en faire une politique publique. La presse est un service public. Elle mérite une politique publique sérieuse, bien sentie, bien pensée. Voilà. Et c'était important d'expliquer ces détails pour qu'on comprenne davantage le rôle fondamental de la presse avec les aléas tout autour. C'est vrai que c'est difficile dans un marché publicitaire relativement réduit pour certains, mais la question relative à l'accompagnement de la presse, à la subvention, parce qu'on sait également que le média d'État est pratiquement le seul à bénéficier de la redevance audiovisuelle au Cameroun, et ça dure depuis des années, même à l'époque du monopole, avec la CTV, la seule chaîne qui existait. Jusqu'aujourd'hui, on a une flopée de chaînes de télévision au Cameroun qui émettent dans différentes villes du pays. Est-ce que ce n'est pas l'occasion aujourd'hui de revoir cette question de subvention de la presse privée au Cameroun à travers la redevance qui est payée par l'ensemble des Camerounais, mais est-ce que cet argent simplement va dans les caisses de la télévision nationale et ne profite pas aux médias privés? Et pire dans cette affaire, c'est que les médias publics, ou alors le média public, va à la conquête des marchés avec le secteur privé. Mais Serge, ne soyez pas naïf. Vous savez que c'est le 4e pouvoir. Je pense que l'État, qui doit finir de subventionner la presse, contrôle cette presse. L'État contrôle. Vous savez que nous sommes un pays en voie de démocratisation, où ce n'est que depuis 1990 qu'il y a la démocratie et la pléthore des médias. Ce qui fait que l'État ne peut pas ouvrir les vannes. Donc l'État contrôle. C'est une stratégie. Il y a une dimension stratégique, une dimension informelle. Parce que quand vous voulez comprendre les données, il y a la dimension formelle, c'est que les lois disent. Mais derrière, c'est la dimension informelle. L'État va contrôler la presse. Je me dis même que, peut-être que devant un grand mélange, l'État est en train de détruire, verrouille la presse. Et c'est toujours la même mise. Et oui, et de telle qu'on vous pousse à la mendicité pour que vous n'ayez pas ce pouvoir. Ça. Donc, et c'est difficile. Vous savez qu'on crée les institutions, je finis par là, on crée les institutions d'émission, les missions des institutions comme ça, le bien-être. La survie du pouvoir. Dans une institution, quand on dit par exemple la Constitution, les institutions seront mises en place progressivement. Vous pouvez définir la progressivité. Dans chaque institution que l'État crée, l'État se protège à travers cette institution. Donc l'État ne va pas tout donner à la presse aujourd'hui. La presse doit se battre avec ses moyens et montrer son professionnalisme et montrer à l'État, au gouvernement que nous méritons l'argent qu'on nous coupe chaque mois, les 18 000, ou je ne sais pas combien on nous coupe, c'est 3 000 ou 4 000. Est-ce que cela ne peut pas relever d'une certaine volonté politique? Je prends un exemple qui est simple. Je me souviens lorsqu'on a fermé d'autres médias privés au Cameroun, il fallait que les députés à l'Assemblée nationale, par exemple, décident et proposent d'ouvrir ces médias parce qu'ils n'avaient pas compris dans le fond pourquoi on avait fermé, même si le média avait pris sur lui de dire des choses sans véritablement avoir des sources d'informations sur l'occasion, ont été fermés. Mais par la suite, on a réouvert à la suite de ces propositions des députés à l'Assemblée nationale, entre autres. Est-ce qu'il ne faut pas une certaine volonté politique de la part même et des députés et de la société civile et tout le monde pour qu'on puisse avoir une presse libre et responsable? On est dans un gouvernement de brimade. Moi, je pense qu'on brime la presse. C'est la volonté du gouvernement. Il y a des secteurs comme ça. Comme il disait, il parle de politique publique. Une politique publique, c'est quoi? C'est
résoudre un problème qui est créé, par exemple le pont qui se casse, l'État, une autorité politique va résoudre ce problème. Or, l'État ne peut pas s'engager sur ce domaine en finançant de manière exponentielle la presse, parce que l'État gagne toujours, c'est comme une chèvre qui est attachée. À chaque fois que vous pouvez tirer la chèvre au cou, elle meurt. Donc je pense que c'est une volonté politique. La situation va peut-être s'améliorer avec l'évolution de la démocratie, avec l'évolution des acteurs, mais tel que nous sommes là, je pense que c'est très difficile pour la presse. Merci bien. C'est vrai que tout le monde en veut au pouvoir public dans la manière de gérer la presse. On a comme l'impression que c'est une presse qui est muselée, peut-être volontairement, mais est-ce qu'il ne peut pas avoir un soupçon par moment de desserrer un tout petit peu la corde, accompagner cette presse afin qu'elle soit responsable et que l'État aussi de son côté dote véritablement les organes en charge de la régulation, le Conseil camerounais, peut-être des médias aussi, qui est notre organe privé, mais qui va au-delà de nos frontières, qui peut intervenir, et qu'on a aussi le Conseil national de la communication qui véritablement joue ce rôle, mais sans les mesures répressives pour amener certains responsables à pouvoir changer, parce qu'on sanctionne, c'est vrai qu'on peut sanctionner, d'aucuns ne respectent pas les sanctions qui sont ici imposées. Est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas une grosse part de responsabilité de la part des pouvoirs publics qui voudraient voir, entre guillemets, clochardiser ces journalistes qui travaillent dans les organes de presse, pour ne pas dire les entreprises de presse? Mais Serge, les responsabilités sont partagées. Pourquoi vous voulez encourager la médiocrité? Moi, c'est ça que c'est la question que je me pose. Vous encouragez la médiocrité pour rien. Est-ce que quelqu'un, un privé qui décide de créer son entreprise? Moi, je suis à la création d'entreprise et je vois passer devant moi les dossiers de certaines personnes écrites, presse écrite. Ça veut dire que c'est un privé qui a décidé de créer son entreprise. Quand je crée une entreprise, ça veut dire que j'ai les moyens de faire fonctionner cette entreprise. On ne crée pas une entreprise parce qu'on veut créer une entreprise. Alors maintenant, les subventions de l'État doivent être un apport et non une condition sine qua non à la gestion de mon entreprise. C'est deux choses différentes. Ne mettez pas tout sur le dos de l'État. Je dis, les gens de la presse écrite ont des problèmes, parmi lesquels le manque de professionnalisme. Tout ce qu'on a cité là, ça entre à 80% dans ça. La médiocrité, ils excellent dedans. C'est-à-dire, ils ne disent rien. Cette réponse n'est pas une fuite en avant. Ce n'est pas une fuite, ils excellent dedans, c'est pas une fuite. Moi, je vous dis, chacun partage son idée, et ça, c'est mon idée, c'est ce que je constate. Je suis une amatrice, je ne peux pas dire que je suis du métier, mais c'est ce que je n'ai aucune volonté à lire, je n'ai aucune volonté une envie de lire une presse, franchement, et quand bien même tu veux le faire, tu trouves qu'il n'y a rien dans le contenu. Et ça m'agace. Ça m'agace vraiment. Moi, je suis là, franchement, je dis ce que je vis. Et maintenant, si l'État, je ne disconviens pas que l'État devrait aider la presse. C'est le quatrième pouvoir. Vous savez, à travers la presse, on peut construire, à travers la presse, on peut détruire. Ça, on le reconnaît si bien. Laissez-moi parler. Depuis là, vous me coupez. Les autres parlent et moi, vous voulez me couper. Pourquoi? Nous ne sommes pas misogynes dans ce studio. Je l'ai souvent dit. On vous donne la parole. Si les gens doivent être sérieux, ok. Si les gens sont sérieux, l'État viendra aussi avec ses subventions. Et il faut encourager l'État à le faire. Encourager pas dans le sens de dire faire les louanges de l'État. Non. Être sérieux dans ce qu'on fait. La presse vraiment camerounaise a encore du chemin à parcourir. Il ne faut pas qu'on voit seulement le côté financier. Moi, je refuse de voir seulement ce côté-là. Je dis oui, ils ont besoin des subventions. Oui, on peut faire mieux. Mais je suis économiste. Je vous dis, on fait avec les moyens de bord. Une économie efficiente, économique et efficace. Et j'appuie sur l'efficacité. Tant que ce n'est pas efficace, on ne verra pas l'avancée des choses. C'est pourquoi alors, je dis peut-être à ce ne sont pas mes confrères, mes frères de la presse écrite là, qu'il faut redoubler d'efforts. Il faut attirer les consommateurs. Il faut donner. Il faut que le produit soit vendable. Voilà. Et puis là, maintenant, quand on fait ça, même si ce n'est pas l'État,
il y aura un prometteur qui sortira et viendra vous donner des subventions. Parce que vous faites du bon travail. C'est un souhait. Merci de finir par là. Professeur, je reste avec vous. Vous êtes journaliste, c'est une question technique. Sa Majesté, je voudrais comprendre davantage. La presse en elle-même, il faut préciser que s'engager dans ce couloir, c'est beaucoup de courage. Parce qu'en termes d'investissement, on y met beaucoup de moyens pour ce qui concerne par exemple la télévision, les coûts satellitaires, les coûts des équipements techniques, également le personnel à entretenir, les locaux, les impôts entre autres. Est-ce que ce n'est pas trop osé d'aller faire dans ce type de secteur alors que peut-être on n'a pas forcément l'expérience et on peut avoir les moyens, mais avec le temps, ces moyens sont essorés. Finalement, on ne réussit plus à rentrer dans ces fonds. Est-ce qu'on fait dans les médias, dans la presse, dans la radio, dans la télé pour devenir riche un peu plus tard? Disons que vous prolongez la réflexion commencée par Mme Babé. Il s'agit effectivement que les promoteurs qui ont pris des risques de se lancer dans cette filière, puissent, on appelle ça la phase de bouillonnement. Vous savez que vous avez à peu près 2-3 ans de bouillonnement pendant lesquels vous allez devoir tout payer de votre poche. Les satellites, les personnels, les consommables, etc. etc. Mais sauf qu'au bout d'un moment, si le marché de la pub, parce qu'il n'y a pas de mécène dans cette affaire-là. La principale source, c'est le marché de la pub. Dès lors que le marché de la pub est intrinsèquement étroit, parce que vous avez les mêmes qui reçoivent les subventions, qui sont les premiers à aller à la SNH, les premiers à aller à la CSPH, les premiers à aller au port. Que reste-t-il pour les CAM10? À peu près peu de choses. Or, tant que ça prendra cette image d'un rapport de force entre les nantis encore plus nantis et les faibles encore plus faibles, on n'avancera pas. C'est pour ça que seul l'État, en s'impliquant dans cette affaire, en prenant la mesure de ce que nous sommes là en situation d'un bien de service public majeur, surtout dans un environnement de crise. Aujourd'hui, pour amener les Camerounais autour de la table, pour amener le Camerounais autour du drapeau, pour amener les Camerounais sous l'hymne, un seul levier est activé au quotidien, c'est les médias. On ne peut donc pas demander à ces gens-là d'assumer un service public aussi important, mais dans la précarité totale. C'est ça qui amène souvent des comportements détestables, parce que si ce monsieur-là tombe par hasard sur ce que décrivait madame tout à l'heure, à savoir une âme de bonne volonté, vous savez qui finance commande, hein? Qui paye commande? La personne qui met son argent va dicter le contenu. Et c'est comme ça que vous allez retrouver la liste des homosexuels, dictée par qui vous voulez, la liste des prédateurs, dictée par qui vous voulez. Mais enfin, la personne qui paye commande. La personne qui paye commande. Si elle a des comptes à régler... Là, on n'est plus dans le métier. Hein? Non, on n'est plus dans le métier. Il s'agit d'un don, Sa Majesté. On n'est plus dans le métier. Le métier ne peut pas vivre sans une économie d'avant-garde. L'économie des médias dans tous les pays du monde. Il y a des pays, regardez le Monde en France. Le Monde ne prend pas de pub. Il n'y a pas de pub dans le Monde. Le Monde, c'est l'État et les consommateurs de bonne volonté. Il y a même la presse gratuite qu'on distribue gratuitement dans les feux rouges. C'est que pour élargir le champ de la consommation de l'information, l'État soutient ce secteur. Parce que pour arriver dans mon village en Gaunois, il n'y a pas moyen que Cameroun Tribune arrive là-bas. Il n'y a pas moyen que le messager arrive là-bas. Il n'y a pas moyen que le sous-préfet ne peut pas être là tous les jours. Par conséquent, c'est parfois la petite radio du coin qui dit pour le Covid, lavez-vous les mains, mettez le masque. Mais il faut donner les moyens à ces gars-là de faire ça. Mais quand vous voyez la pluralité de la presse écrite, par exemple, vous, ça ne vous cause pas de problème? Si. C'est tout le monde qui se lève, il faut réguler ce secteur-là. C'est l'État, justement. Je fais comprendre effectivement qu'il y a un jeu derrière. Et puis l'État voudrait toujours avoir la même mise. Parce que quand ça fonctionne un peu comme dans l'informel, on observe, il s'embourbe. Le jour où on va subventionner, puisqu'il y a des critères de subvention, si vous n'atteignez pas tel minimum en termes de personnel, en termes de sécurité sociale, en termes d'emploi, en termes de salaire, on ne vous subventionne pas. Tous ces gars-là vont fermer. Ils vont fermer. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles... Et ceux qui seront retenus vont bien faire le travail, parce que s'ils perdent leur emploi, ils pourront être sanctionnés. Mais quand on laisse, je vous ai dit, il n'y a pas un métier. Le seul où personne n'est jamais en situation de légitimité. Tout le monde est journaliste.
dès le jour au lendemain. C'est-à-dire que demain, si vous décidez de changer de métier, toutes les portes vous sont ouvertes. Sauf partout ailleurs. Mais en journalisme, c'est tout à fait possible. Avec cette ouverture qui a en fait une béance, on crée donc un environnement d'incertitude incontrôlable. À partir du moment où le gars hier est morgué, aujourd'hui les journalistes, après 2 jours il est fossoyeur, je ne sais plus quoi, creuseur d'égout et puis il devient journaliste. Quand c'est comme ça, tout le monde écrit. Vous pensez que quelqu'un qui était hier morgué, qui commence à écrire aujourd'hui, il écrit avec le talent du morgué. Alors supportez ce que ça va donner. Celui qui était creuseur d'égout, qui commence à écrire le lendemain, il va écrire avec l'énergie du creuseur d'égout. Par contre, vous, économistes, lorsque vous devez faire un papier d'économie, vous savez à peu près la psychologie de l'économie. Jusqu'où on ne peut pas aller trop loin. De sorte que si M. Bondier décide de vous recruter dans cette télé, vous commencez par votre salaire. S'il n'y a pas tel minimum, je ne peux pas venir parce que ça me prend ce que ça me prend pour potasser les papiers, pour les documenter. Mais si vous venez, vous dites, oui, je t'assure, on dit que tel, je ne sais plus, a une telle maladie, je ne sais plus quoi, et puis vous le dites et puis on met à la une. En ce moment, c'est d'ailleurs, il y a une nouvelle presse qui prospère, qui parle le camphor anglais, le ndem, les oui à la une. C'est le temps de citer Réalité Plus, par exemple. Hein, moi, je ne cite aucun journal. Mais quand ça commence à Kindi, devenir, les gars sont dans le ndem. C'est mis à la une d'un journal. Laissez le SGP tranquille. Laissez les autres tranquilles. Finalement, ce n'est plus la presse. L'autre vous a fait quoi? L'autre vous a fait quoi? XY vous a même fait quoi? Voilà la une. Enfin, oui, mais ce gars-là vend à une clientèle qui consomme ça. La preuve, c'est qu'il ne ferme pas. Lorsque vous voudrez qu'il ne fasse plus comme ça. Il a même des bons de commande. Il a des bons de commande. Lorsque vous voudrez qu'il ne fasse plus comme ça, mettez un environnement rigoureux de contrôle et de suivi, adossé à des moyens de production qui lui permettent de payer un salaire décent à M. Bondier. Il n'écrira plus la même chose. Pour l'instant, au marché de Nouveau-Gada, au marché central, au marché Mokolo, il est très consommé. Parce qu'avec les oui, les ndem, les machins, tout le monde se reconnaît. Malheureusement, le gars doit faire bien vivre sa boutique. Merci, chers messieurs. Nous évoluons. Le temps qui nous est imparti s'égrène progressivement. Nous allons parler de la deuxième thématique de cette tranche d'antenne ce soir, parlant de ce phénomène dangereux, peut-être nouveau, peut-être qui fait partie de la mondialisation, qui fait partie de certains objectifs pour ceux qui comprennent ce mode de vie-là. En parlant de l'homosexualité au Cameroun, Fadimatou Mpavé, c'est vrai que la question, la première, je vous l'adresse. L'homosexualité, pour vous, elle renvoie, disons, plutôt que ça renvoie à quoi? Et avec notre société d'aujourd'hui au Cameroun, est-ce qu'on est prêt à accepter ce type de choses? Appelons ça chose. L'homosexualité, en principe, c'est, je pense, comment on va expliquer ça terre à terre, des rapports sexuels entre 2 personnes de même sexe. En fait, c'est ça qu'on appelle homosexualité. Et pour l'instant, au Cameroun, et en Afrique particulièrement, c'est une question taboue. Parce que ça relève de nos mœurs. Et nous n'avons pas une culture avancée pour pouvoir accepter cela comme ceux de l'Occident. Nous sommes encore ancrés dans nos traditions. Et ce qui empêche en quelque sorte l'acceptation de ce phénomène-là. Quand on va dans les milieux religieux, des milieux politiques, les milieux même sociétals, on trouve que les gens acceptent ça difficilement. Ne serait-ce que parler même de ça, ça devient un problème. Par contre aussi, il y a déjà, vous savez, avec l'évolution, le modernisme et tout, d'autres acceptent de parler, d'autres le pratiquent aussi, mais il reste une question. On va aller sur le champ de l'action. Hein. Il y a une actualité au Cameroun depuis quelques jours qui fait état d'un célèbre homosexuel qui a été arrêté. Donc, son sobriquet, c'est Shakiro. Donc, Ndjekam Loïc. Avant lui, il y avait Tata André, qu'on a très bien connu dans la ville de Douala. Pourquoi? Bon, on ne va pas rester dans le pourquoi on l'a arrêté parce que c'est une affaire qui est ailleurs, sur le plan judiciaire. Mais est-ce qu'on devrait, en principe, à votre avis, hein, quand vous observez ce qui s'est déroulé, est-ce qu'on devrait, en principe, l'arrêter? Quelqu'un a indiqué, le docteur Fridolin, qui, par exemple, disait qu'il ne comprend pas pourquoi Shakiro se trouve en prison.
Fridolenke, c'est qui d'abord? Il est C'est un qui enseignant. dans la sauce? Franchement, vous prenez un exemple, vous parlez de Fridolenke. Vraiment. Non, mais si la loi camerounaise dit que l'homosexualité est réprimandée, pourquoi vous voulez qu'on passe à côté? Nous sommes des légalistes. Et quand je parle de ça, vous comprenez où je veux en venir. Si vous voulez qu'on n'arrête plus les homosexuels, il faut dépénaliser. Et si le Cameroun a choisi de ne pas dépénaliser, pour l'instant, on doit respecter. Merci, merci Fadimatou. Avant de poser la question au docteur, hein, pour comprendre davantage, au docteur Sostène Efouba, c'est vrai que c'est bien compliqué. Un pays comme le Sénégal, on a écouté le chef de l'État sénégalais il y a quelques jours, Macky Sall, qui s'exprimait sur la question relative à l'homosexualité. Il a dit et il a été clair, on ne peut pas imposer une visée occidentale aux autres. On a nos mœurs, nos traditions, nos coutumes, et l'homosexualité pour nous n'est pas la bienvenue. Pourquoi ne pas leur demander à eux, par exemple, d'autoriser la polygamie? Ça devient très compliqué. Hein? Et d'autres histoires voudraient, peut-être parce que, relativement à ce Covid-19, que le Sénégal a importé un très grand stock de vaccins venant de la Chine. Il n'a ni fait confiance aux Européens, ni fait confiance aux Américains. Est-ce que ce n'est pas par là, le fait de ne pas respecter certaines conditions, qu'on pourrait même aller au-delà, être frappé, même sur le plan économique? Non, je vous comprends parfaitement. Bon, c'était juste une entrée, hein, docteur. Oui, je vous comprends parfaitement, mais je commence par la loi. Vous savez que la loi n'est pas parfaite. Et la loi est l'expression d'une domination. La loi est l'expression de ceux qui ont la force, pas ceux qui écrivent les lois. Aujourd'hui, c'est le RDPC qui écrit les lois à l'Assemblée. Parce que notre Assemblée, notre Parlement fonctionne avec le principe de la majorité. Donc c'est la majorité, disons depuis 30 ans, c'est le RDPC qui écrit les lois. D'ailleurs, les propositions de loi sont rejetées. Donc, si on veut lire la société sur le prisme de la loi, on se trompe. Parce que, pour moi, je vous dis clairement qu'il faut qu'on dépénalise. Pas parce que je soutiens l'homosexualité et c'est que c'est contre nos mœurs qu'on ne gré. Mais cela, c'est pratique. Donc, c'est une pratique courante. C'est pour ça que le président m'avait dit, quand je regarde autour de moi, je pense que les gens ont une double vie sexuelle. Pourquoi ne pas dépénaliser pour libérer ces gens? Parce que, on dit... on ne fait pas. C'est comme à l'église catholique que je connais bien, on dit pas de concubinage. Mais vous allez trouver les chrétiens catholiques qui ont 11 copines, 10 copines. Donc on vit dans la pratique. Est-ce que c'est parce que on vit dans la pratique que ce n'est pas réel? Est-ce que c'est parce que la loi interdit, on va contre la loi, que cela n'est pas réel? Est-ce que la pratique homosexuelle n'est pas réelle au Cameroun? Elle est même vicieuse. Ça dit dans tous les milieux associatifs, l'université, le sport, un peu partout, elle est vicieuse. Elle est prégnante même dans la vie associative, prégnante dans nos églises, partout où il y a les hommes, partout où il y a les hommes et l'homosexualité. Est-ce que ce n'est pas se cacher pour dire qu'on ne dépénalise pas, on condamne? Est-ce que cette loi n'est pas la poudre aux yeux? La loi contre l'homosexualité, est-ce qu'elle n'est pas la poudre aux yeux? Disons-nous les vérités. Si on dit qu'on dépouille, on dit on montre la vie privée de chacun, madame, vous allez devenir aveugle concernant l'homosexualité. Sa Majesté, c'est vrai que dans la culture africaine, hein, on a du mal à l'accepter, mais sur le plan occidental, il y en a qui vivent avec et qui, les homosexuels ont pratiquement tous leurs droits. On a vu la marge de manœuvre qui leur est accordée à travers le monde, hein, et puis des positionnements qui sont les leurs. Est-ce que l'Afrique, notre continent, le cas du Cameroun, va accepter? Il y a des pays africains, le cas du Gabon par exemple, qui n'ont pas été très loin de la question et qui sont en phase avec ce qui motive cette pensée, cette manière de voir, cette manière de concevoir la société. Est-ce que, à votre avis, le Cameroun, l'Afrique, tout cela, ils sont prêts à accepter ce principe, c'est-à-dire rester dans l'homosexualité? C'est des questions très difficiles à aborder. Moi, je suis père, je suis grand-père, je suis chef traditionnel. Si je devais regarder ça à l'échelle privée, à l'échelle personnelle, c'est quelque chose qui est condamnable sans retenue. Dire que c'est contraire à nos mœurs, à nos traditions. Malheureusement, la société est dynamique, hein. Elle évolue. Aujourd'hui, comme le disait le docteur Efouba, le fait que cette affaire-là soit même prégnante dans le discours public montre ainsi qu'on est dans une grosse hypocrisie. C'est-à-dire que c'est comme un serpent de mer, tout le monde en parle, mais enfin, personne ne veut confesser tout en sachant que, par ailleurs, ce qui est gênant dans cette affaire, c'est qu'il est peut-être temps que nos universitaires, il y en a à côté, s'asseyent sur cette affaire, et nos politiques.
pour pondérer son discours. Je pense qu'il est contre-productif, le discours qui consiste à dire non, non, condamner, condamner, parce qu'en fait, on condamne le vent, parce que tous ces gars-là, ils sont plus nombreux que ça, qui vivent de cette affaire et dans cette affaire, tout en sachant qu'elle est condamnée. Je pense qu'il est donc peut-être bon, oui, enfin, moi j'entends tous les jours. Vous savez qu'il y a plusieurs façons d'appréhender un phénomène. Dans nos langues, par exemple, quand vous allez dans mon village, si vous dites divorce, le mot là n'existe pas dans ma langue. Le divorce au sens matrimonial. Vous demandez à un petit, le petit sait que sa femme part. Et le jour où il en a les moyens, le jour où les conditions changent, il part la reprendre. Le mot divorce, concept de la séparation, n'existe pas. Ça veut dire que cette réalité n'a pas été connue par nos ancêtres. Il y a des choses comme ça qui n'ont pas été connues. Mais sauf qu'aujourd'hui, le fait que mes ancêtres ne l'aient pas connu n'a pas empêché que moi, je divorce. Aujourd'hui, ok? Et que donc, la même chose avec l'homosexualité. Elle est condamnée. Moi, je suis polygame. Clairement. Un bon chef traditionnel. Mais je sais que, par ailleurs, si je dis ça sur un plateau de télévision française, je pourrais être mis dans le prochain avion. Malheureusement, c'est les réalités d'ici. J'ai entendu ce Saint-Père, moi je suis catholique, demander d'avoir un regard indulgent vis-à-vis des personnes de cette nature. J'aurais voulu dire, oui mon Père, mon Saint-Père, je suis d'accord qu'on soit également indulgent envers les polygames. Parce qu'au moins ils sont dans une dynamique naturelle qui est par ailleurs biblique d'ailleurs. Puisque tous les premiers amis de Jésus étaient tous polygames, en dizaines, en centaines. On ne peut donc pas aujourd'hui condamner la polygamie, qui pour moi est un principe de liberté. Aucune femme en polygamie n'est en prison, puisque le jour où on en a marre, elle part. Le jour où on en a marre, elle part. Le jour où c'est pas accommodant, elle part. C'est un principe de liberté, c'est le plus grand cercle d'amour du monde. Parce que vous vous obligez à vous accepter dans un environnement de contrariété important. Vous travaillez au quotidien à vous accepter. Mais enfin, depuis qu'on est monogame, combien de fois on divorce? Depuis qu'on est monogame, combien de fois on divorce? Régulièrement. Tous les jours. Alors, quand vous voyez un foyer polygamie, célébrez-le. Parce qu'à cet endroit-là, on travaille au quotidien. La monogamie conduit à la mort. On travaille au quotidien à se supporter, à se tolérer, à nourrir le vivre ensemble par des sacrifices multiples, nombreux. Donc, pour revenir à votre question, moi je pense qu'il y a une vaste hypocrisie, au moins repérable au discours. Si cette réalité était inexistante chez nous, elle ne serait pas si abondante dans le discours public. Si elle est si abondante dans le discours public, c'est qu'elle est peut-être plus proche de nous qu'on ne veut l'admettre. Et plutôt que de s'en tenir à dire non, 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 il me semble qu'il est temps de la repenser. Pour peut-être cela réapproprier à l'échelle sociale, pour voir qu'est-ce qu'on en fait. C'est comme la question du tribalisme. Tous les jours, on parle de tribalisme et tout le monde stigmatise le tribalisme. Mais enfin, regardez comment la société fonctionne. On se comporte comme si le Cameroun l'avait inventé. Tous les États du monde sont des États à partir de considérations de type ethnique. Regardez la Suisse. 5 États à base ethnique. Hein. La Belgique. L'Espagne, c'est 50 États à base ethnique. Ok? L'Allemagne, tout le monde s'ajuste. Pendant que vous êtes incapable de vous ajuster, vous en tenez à des discours éthérés, tribalisme, alors qu'aujourd'hui, il est urgent que nos communautés s'asseyent pour savoir si je ne suis à l'aise qu'avec monsieur Fouba et non pas avec madame Babé, au lieu de le condamner, qu'on sache comment on peut en faire un instrument de promotion collective et non pas s'en tenir au discours des gens qui regardent ça de l'extérieur et qui disent que c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Donc, sur la question de l'homosexualité, je pense que la condamner seulement. Je ne suis même pas sûr qu'on l'a suffisamment mise en étude pour savoir de quoi il s'agit. Parce que, je ne sais pas, moi j'ai pas lu les études qui, à l'échelle de notre milieu, posent cette question pour dire de quoi s'agit-il. Toujours est-il que, quand on voit le nombre de personnes que l'on accuse plus ou moins, directement ou indirectement, d'en être membre, je considère qu'il est peut-être temps de sortir la condamnation sèche pour repenser cette question et demander s'il n'y a pas moyen de la poser au moins en d'autres termes.
Mais est-ce que pour sortir, hein, peut-être c'est la question par laquelle tout le monde sortira, non, pas forcément. C'est une question qui les touche. Mais je voulais comprendre, est-ce que ce n'est pas une conditionnalité, par exemple, pour ceux qui voudraient être dans une logique du nouvel ordre mondial, parce que beaucoup d'États qui seront dans la perspective de dépénaliser l'homosexualité dans le monde, peut-être seront en phase avec les puissances occidentales les plus aguerries pour bénéficier autant de projets, autant d'investissements dans leurs États, et ceux qui ne pourraient pas être dans cette logique, peut-être forcément vont en pâtir. C'est ce qui se dit dans les cercles internationaux, puisqu'aujourd'hui on demande à tous nos États de dépénaliser. Moyennant quoi, ils peuvent avoir meilleur crédit, meilleure grâce auprès d'un certain nombre de bailleurs de fonds. Mais c'est à choisir. C'est pour ça que c'est des questions qui ne peuvent qu'appeler des dynamiques de pensée locale, endogène. Dire oui ou dire non ne règle pas le problème. Parce que obtenir des crédits du FMI, je ne sais plus trop de qui, ne règle pas le problème du vivre ensemble lorsque les Camerounais ne sont pas à l'aise avec une question. Il s'agit donc en priorité de commencer par poser aux Camerounais la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'homosexualité. On en parle ou on n'en parle pas. On continue la fuite en avant ou alors on continue... Il faut l'affronter. Ou il faut l'affronter comme quelque chose qui nous agresse. Ça nous agresse de l'intérieur, pas les frères qui y ont adhéré. Ça nous agresse de l'extérieur, pas les conditionnalités à l'échelle internationale. On ne peut donc pas continuer de faire comme cette question-là ne nous sollicite pas tous les jours. Je pense qu'il est bon qu'on la problématise, qu'on la modélise pour notre société, pour savoir qu'est-ce qu'on en fait. Ça se peut qu'à la fin, on arrive à la conclusion que c'est non ferme sec. On s'en tient à ça, mais au moins on aura abordé la question-là, parce que telle qu'elle est abordée aujourd'hui par l'esquive, il me semble l'aborder par l'esquive, comme ça se fait aujourd'hui, pourrait devenir à terme contre-productif. Merci. La même question. Hein. Peut-être. Je vais vais terminer par vous, rassurez-vous. Je termine par vous pour conclure. Hein. Justement, je réserve le meilleur pour la fin parce que vous avez une meilleure suggestion. Tu fais parler les gens. Donc, ça veut dire que tu soutiens. Allez-y, sinon. À Cambis TV, nous ouvrons les antennes aussi aux femmes de manière assez polie. Je vous donne la parole. Je voulais sortir par vous pour que ce soit plus aguerri, que ce soit bien pensé lorsqu'on sait votre réticence sur la question de l'homosexualité. Vous savez que ce sont des questions de liberté. Alors, on ne va pas accepter qu'on dise seulement qu'il faut dépénaliser ou bien il faut... Non, nous sommes dans un monde où vraiment notre éducation ne nous permet pas de faire certaines choses. Pour l'instant, peut-être nos enfants viendront le faire, mais pas nous. Parce que qu'est-ce que vous faites de votre conscience quand vous savez que oui, nous sommes dans un... Il faut vivre le modernisme, il faut aller au-delà. Moi, personnellement... Je ne peux pas, je peux tolérer la présence d'un homosexuel, mais je ne peux pas accepter cela dans... Si vous tolérez la présence, on dit souvent que la petite vient en mangeant. Hein. La petite... Non, peut-être qu'il peut avoir ce sont des êtres humains, je ne refuse pas. Qui forcément ne vont pas vous arranger. Mais je ne partage pas cette idée tout simplement. Donc vous condamnez l'homosexualité. Donc la proposition de Sa Majesté de convoquer les Camerounais tout autour de la question, elle n'est pas la bienvenue, cette proposition. Non, pour l'instant, je pense que nous devions attendre. Il n'est pas encore temps de le faire. Mais entre-temps, ça va très vite là-dehors. Hein. Eh bien, attendons encore un peu. Parce que vraiment, adhérer à cela, c'est comme si on rejetait tout. Parce que je suis sûr que la plupart des Camerounais ne sont pas d'accord. Ceux qui sont d'accord, sûrement, c'est ceux qui sont visibles. Mais le back-office, là, ils ne sont pas du tout d'accord. Docteur, en une minute, parce que le temps qui nous est imparti arrive à son terme, sur la question, doit-on accepter, doit-on refuser? À la rigueur, y a-t-il des représailles pour les États qui ne seront pas en phase avec ceux qui sont les promoteurs de ces mouvements-là? Je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que l'homosexualité est utilisée dans les cercles ésotériques. Et quand vous dites qu'il faut rejeter, vous savez que ce sont ces cercles ésotériques qui détiennent le pouvoir, c'est-à-dire la franc-maçonnerie et autres. Donc c'est des pratiques que j'ai là-bas. Donc tout le discours qu'on tient ici, qu'on ne peut pas, c'est eux qui décident. Je vais vous surprendre que celui qui l'a enfermé à Douala, est-ce que vous ne savez pas que c'est peut-être exprès pour qu'on repose le débat sur la table et que peut-être on aille vers la dépénalisation. Donc je pense que Mme Pegbe sera surprise. À la vitesse, pas la vitesse, Mbappé. Mbappé, voilà. Mbappé, j'ai vu nos billets, sera surprise par la vitesse avec laquelle on ira vers la dépénalisation.
Donc c'était une entrée en matière. Hein, oui, donc c'est un prétexte qu'on a arrêté, monsieur populaire, métis, beau, qui est populaire. Moi, je vous dis, c'est un prétexte pour soulever le débat. Et vous avez les avocats, ça attire l'attention. Et finalement, il risque de sortir de prison et qu'on arrive à la dépénalisation. Et puis il faut même voir la manière. On l'a soupçonné dans une chambre. Ne vous amusez pas avec l'État. Un autre homosexuel. On les a ramassés, amenés au commissariat directement. Pourquoi on ne l'a pas arrêté depuis des années? Moi, je dis tout simplement. Peut-être c'est l'élément déclencheur d'un processus. C'est un nouveau débat, comme il disait. Pour l'instant, il faut être à la page. Il faut être à la page. Je suis à la page. Ça évolue là. Pour l'instant, c'est comme ça. Maintenant, si ça change, qu'est-ce qu'on peut? La loi est dure. Elle reste la loi. Merci bien, on termine. Hein. Je vais vous dire infiniment merci d'avoir été là. Merci à Sa Majesté Tebindoumou, enseignant, journaliste. Il est également chef traditionnel pour ses conseils dans le cadre de cet échange ce soir. Merci au docteur Sostène Fouba pour sa contribution. Merci et surtout, revenez-nous très bientôt. On sait bel et bien que vous n'hésitez pas quand cela se fait ressentir. Fadima Toumpabé, merci d'avoir été les nôtres. Vous êtes envoyé par le comité central du RDPC. Ce n'est que partie remise. Peut-être demain, revenez, on va échanger. Madame, quant à vous, je vous dis merci, messieurs, d'avoir choisi Cam10 TV. Le meilleur, c'est par ici. Restez connectés, restez les nôtres. Bonsoir et bon week-end à toutes et à tous.